Ce que vous allez voir là, c'est l'interview complète de Maître Nicolas Rebaud, avocat de Copy Comic, qui a répondu à quelques-unes de nos questions pour la vidéo qu'on a réalisée récemment sur ma chaîne principale qui parle des scandales sur Arthur et Gad Elmaleh. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et pour la petite précision, j'ai dû traiter le son pour retirer la résonance qu'il y avait dans la pièce. Du coup, vous allez voir par moment, le son est un peu bizarre, notamment quand ça rigole ou quand moi je pose des questions, mais ça devrait pas trop vous déranger. Bref, merci énormément à Maître Nicolas Rebaud d'avoir accepté cette interview. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Alors, déjà, est-ce que vous pouviez vous présenter, dire Ouais, je suis Nicolas Rebaud, je suis avocat depuis plus de 20 ans au barreau de Paris en matière de propriété intellectuelle, droit d'auteur, audiovisuel, musique, spectacle vivant, et puis droit des médias plus général, droit de la presse, diffamation, injure publique, droit à l'image, vie privée. Voilà. Un très beau spectre. Absolument. Alors, du coup, on est là pour parler de Copy Comic. À quel moment vous avez commencé à représenter Copy Comic? Alors moi, Copy Comic, j'ai commencé à le représenter au moment où une chaîne de télé me demandait justement de décrypter un peu cette affaire. Je pense qu'on était aux alentours de avril-mai 2019. À ce moment-là, Copy Comic avait déjà sorti de ses premières vidéos, notamment sur Gad Elmaleh, mais sur Thomas Sisley et sur d'autres Copy Comic français. Et je devais intervenir simplement pour un décryptage. Parce que dans cette émission, on disait, voilà, il en annonce de nouvelles, donc peut-être qu'on en aura à 18h d'ici là. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer les problématiques juridiques que cela engendre? Et à ce moment-là, moi, de manière complètement innocente, j'ai envoyé un tweet en message privé à Copy Comic en lui disant, voilà, on te demande d'intervenir. Est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir des nouvelles vidéos, etc. Est-ce que vous êtes poursuivi? Et de manière assez étonnante, il m'a répondu assez vite en me disant, écoutez, je serai attentif à votre intervention, ou si vous avez un replay, si j'arrive pas à l'avoir, etc. Ça m'intéresse. Enfin voilà, très très intéressé par la chose. J'étais déjà étonné qu'il réponde. Et voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le premier contact. Une fois l'émission terminée, il m'a dit qu'il était, qu'il était vraiment ravi que je sois intervenu comme ça, que c'était très clair ce que j'avais dit. Et il m'a même dit, est-ce que vous voudrez bien m'assister ou me représenter si par impossible, je suis poursuivi pour les faits. Ouais, ok, donc à ce moment-là, il était vraiment dans son coin tout seul et il n'avait pas... est-ce qu'il avait déjà en tête que ça pouvait prendre des proportions vraiment... déjà, je me dis, vous étiez déjà sur un plateau télé à ce moment-là pour parler de l'affaire, c'est que potentiellement, dès les débuts de Copy Comic, ça commençait à prendre de l'ampleur. Alors, lui, à ce moment-là, il savait déjà, notamment que Gad Elmaleh avait fait alors, si on peut dire, oui, des requêtes, parce que ce sont des procédures qui sont non contradictoires, c'est-à-dire vous avez personne en face, ouais. Vous faites une requête devant un juge pour, par rapport à des plateformes, notamment des réseaux sociaux, avoir des identifiants de connexion, etc., pour savoir à un moment donné qui est-ce. Donc, il savait qu'il y avait eu ces requêtes-là de la part de Gad Elmaleh, en tout cas de son avocate à l'époque. Et c'est pour ça que voilà, il avait commencé à me dire, voilà, je vais peut-être avoir un souci là-dessus. Je crois, alors là, c'est ma mémoire défaille un peu, que Twitter n'avait pas obtempéré parce que Gad Elmaleh avait obtenu en effet les requêtes du juge pour justement demander aux plateformes qui étaient Twitter et Facebook à l'époque de donner les identifiants de correction. Twitter n'avait pas obtempéré parce qu'à l'époque ils étaient assez récalcitrants là-dessus. En revanche, Facebook avait donné des identifiants de connexion qui ne permettait pas de remonter jusqu'à Copy Comic de toute façon. Mais voilà, il savait que l'étau se resserrait de la part de Gad Elmaleh. Parce que du coup, on a entendu plusieurs fois Gad Elmaleh dire ici et là qu'il savait qui c'était. Et du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment trouvé qu'il se cachait derrière la chaîne Copy Comic, en dehors même du spectre réseaux sociaux? Parce que nous aussi, du coup, on a fait nos propres recherches encore en 2025. On s'est dit, on va essayer par des moyens légaux, de trouver qui ça peut être. Les seules informations qu'on a trouvées, et moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'elles sont fausses, parce qu'il a travaillé de façon à ce que ce soit faussé, mais c'est un certain Ben avec un 04 dans son téléphone. C'est les seuls éléments qu'on a qui n'ont aucun intérêt. Donc, est-ce que Gad Elmaleh a vraiment su qui c'était? Non. De façon officielle? Gad Elmaleh n'a jamais pu savoir qui était-ce. Il a, à mon avis, lancé des rumeurs, ou alors ses amis ont dû lancer des rumeurs. Alors, parce que, en effet, il est vrai que certains membres de ce milieu artistique des stand-uppers, comiques, humoristes, ont pu en effet aider Copy Comic dans certaines de ses investigations pour pouvoir produire ces vidéos. Et qui, je crois d'ailleurs que certains s'en sont revendiqués. Donc c'est pour ça que là-dessus, je pense que Gad Elmaleh a essayé d'appuyer un peu là-dessus en lançant cette rumeur-là à propos de certains comiques pour espérer qu'à un moment donné, ces comiques-là eux-mêmes vendent la mèche. Mais je pense que même ces comiques-là
sauf un en particulier, et encore là-dessus, je ne suis pas sûr, ne savait pas qu'il était copie comique. Est-ce que cette façon de faire, ça peut s'apparenter, alors là, pour le coup, c'est très naïf de ma part, fausse fiction, mais est-ce que ça peut s'apparenter à une procédure bâillon, un peu alors posée sur le papier, mais alors j'ai envie de dire là pour le coup, je prêcherai pas trop pour ma paroisse. C'est pas forcément une procédure bâillon, si vous voulez. C'est vrai qu'à un moment donné, vous avez des vidéos qui sortent sur vous, entre guillemets, en vous traitant à moitié de contrefacteur, etc. Bon, vous pouvez avoir un intérêt à savoir qui dit de vous cela et pour potentiellement poursuivre la personne en diffamation, etc. Là, il y avait quand même quelque chose d'un peu plus, je dirais, alors c'est pas tellement caché, mais d'un peu plus malin de la part de Copy Comique, c'est qu'évidemment, il allait pas avec des gros sabots en disant Gad Elmaleh, copieur, vengeur, etc. On n'a jamais dit qu'il y avait du plagiat. Il pose la question dans ses vidéos. C'est alors pour le coup, c'est une attaque. Je déflore peut-être quelque chose, mais Copy Comique était vraiment quelqu'un de très intelligent, de très érudit. Il savait ce qu'il faisait. Et son but était pas du tout, pour le coup, de descendre Gad Elmaleh. Il avait rien contre Gad Elmaleh. Moi, depuis longtemps, je m'occupais de personnes qui font du spectacle vivant, etc. Ce que j'entendais en revanche, c'était que Gad Elmaleh était en effet quelqu'un qui parfois, vous prenez quelques blagues dans un spectacle, etc. Voilà, ça n'avait pas plus de preuves que ça, à part des rondis dans le milieu. Et puis les vidéos de Copy Comique sortent et je fais donc il y a potentiellement quelque chose de vrai. Et voilà. Et en fait, moi, à cette époque-là, j'ai été interviewé par le Field, qui est une salle de spectacle justement pour tester pour des stand-uppers en devenir qui testent un peu leur spectacle comme ça. Et je suis arrivé en étant présenté comme l'avocat de Copy Comique, donc un peu comme ça, acclamé par cette foule en disant ton client vraiment c'est génial ce qu'il fait, il nous défend et voilà. Et en fait, c'était ça. Le but de Copy Comique n'était pas de vouloir à tout prix flasher certains comiques français qui avaient une réussite, ou qui avaient eu une réussite peu ou prou, mais c'était vraiment d'être honnête vis-à-vis d'un public, de dire quand vous allez voir un spectacle de Tom Merci, c'était de Gad Elmaleh, de Jamel Debbouze, oui, vous voyez un performeur sur scène, mais quelque part, quand cette personne-là vous dit j'ai travaillé des textes, j'ai fait des choses, c'est pas totalement vrai. Et voilà pourquoi je le dis. Maintenant, je vous laisse juste. C'est vrai que ces vidéos comportaient surtout une question, plagiat, coïncidence, etc. Oui, c'était effectivement la question restait ouverte, mais le procès, comment dire, en ligne était déjà fait. Enfin, oui, mais c'est ce qu'on dit. Toujours le tribunal médiatique va beaucoup plus vite. Le tribunal médiatique va beaucoup plus vite que la procédure judiciaire normale, et parfois à bon escient, parfois à mauvais escient. On le voit en ce moment sur beaucoup d'affaires, que parfois il vaut mieux laisser la justice faire son travail. Ouais. Mais là, c'est vrai, oui, le tribunal médiatique s'était pris. Après, je pense très sincèrement que Gad Elmaleh a pris un peu trop vite la mouche. À tort ou à raison. On disait juste que il y a des inspirations assez fortes démontrées par alors on peut dire c'est des montages quand même. Et puis il a fini à un moment donné par le reconnaître. Oui. En disant que c'est 3 minutes sur 15 heures de spectacle qu'il a fait dans toute sa vie. Mais voilà, moi j'ai trouvé l'acharnement à un moment donné, pour le coup, quand j'étais vraiment devenu l'avocat de Copy Comique, un peu étrange de la part de Gad Elmaleh, qui à mon avis était un peu en perte de vitesse depuis quelque temps, que ces vidéos-là ont fini par, entre guillemets, l'achever dans ce truc-là, et que maintenant il remonte doucement la pente vis-à-vis du public avec son nouveau spectacle. Voilà, en ayant pris une maturité un peu là-dessus, du recul là-dessus. Mais à l'époque, je pense que ça a été très très dur pour lui, je peux le comprendre. C'est justement ce que là où je veux en venir après, c'est nous, notre point de vue en tant que personne lambda qui consomme ce genre d'humour, on avait l'impression que c'était quelque chose qu'il savait dans le métier de toute façon. C'est juste que le fait de le révéler potentiellement au grand public, ça a posé problème. On a eu l'impression que Gad Elmaleh, il a vraiment mené une chasse à l'homme envers Copy Comique, plutôt que de vouloir se protéger de lui-même à tout prix, chercher à savoir qui c'était pour je ne sais quelle raison, peut-être le faire payer ou quoi. Est-ce que il vous serait possible de nous raconter l'affaire, alors pas dans les détails, mais dans les grandes lignes, de comment ça s'est déroulé dans le temps pour votre client? C'est-à-dire à partir du moment où la vidéo est sortie, est-ce que ça Oui. Alors, en gros, je vous dis, on est en avril-mai 2019. Là, je pense, parce que, alors, oui, même c'est sûr
que la première vidéo, il y a même 2 vidéos au moins avec les sketchs de Gad Elmaleh qui sont sortis sur la chaîne Copy Comics. Et je pense qu'à partir de la 2e vidéo, c'est là que Gad Elmaleh a mandaté ses avocats pour faire justement cette procédure sur requête pour obtenir les éléments d'identification, de connexion aux plateformes de la part du gestionnaire de la page de Copy Comics. Donc on est en avril ou en mai 2019. Là-dessus, moi, j'ai pas beaucoup d'informations. Surtout, j'ai quand même un client qui dit, moi, je voudrais m'opposer à cette procédure, ce qui est possible. C'est une procédure particulière qui est une procédure en rétractation de requête qu'on peut toujours faire, mais ça voulait dire discloser Copy Comics. Donc, je lui dis, je ne pourrais pas avancer masqué en disant, oui, je suis l'avocat du gestionnaire de la page qui s'appelle Copy Comics, mais à un moment donné, je suis obligé de sortir des noms, des prénoms, des adresses pour faire des procédures. Oui, donc à ce moment-là, s'il veut, voilà, il doit se dévoiler, quoi. Il doit forcément se dévoiler pour lui-même faire une contre-attaque ou une contre-procédure, ce qui, à un moment donné, il a dit non, je veux surtout pas ça. Donc lui, il a continué à se servir de cette arme, entre guillemets, mais il n'était pas en guerre, hein. Sauf qu'il, de la même manière, il s'est dit, mais pourquoi il m'en veut à ce point-là? Enfin, il y a d'autres comiques qui sont passés. Thomas Sisley avait pris un peu la rigolade en sortant dès le lendemain une photo d'une carte de visite de traducteur professionnel. Enfin, voilà, il y avait des manières de le faire. Bon, on parle de Gad Elmaleh, mais même, alors ça, ce sera à vérifier, mais il m'a dit, moi, j'ai pas sorti plus de vidéos sur Gad Elmaleh que j'en ai sorti sur d'autres, sauf à un moment donné, quand il a vu l'acharnement de Gad Elmaleh, qui était un acharnement à la limite de l'agressivité. C'est-à-dire que Gad Elmaleh avait, entre guillemets, alors, j'ai pas forcément les moyens de le vérifier, mais je sais que Gad Elmaleh avait plus ou moins un homme de main qui était chargé de retrouver véritablement Copy Comics et d'en venir un peu, d'en atteindre physiquement à Copy Comics. Donc il avait un peu peur de ça. Ouais, carrément. Il se savait assez protégé parce que il savait qu'il avait fait en sorte d'eux, mais déjà il y avait d'autres gens qui l'entouraient. Alors pas pour ce qu'il faisait, mais d'autres gens l'entouraient. Il voulait pas que ça puisse risquer de les atteindre non plus. Donc il trouvait ça curieux. Donc à un moment donné, il s'est dit bon bah d'accord, ok, il insiste. Et ben je vais sortir d'autres vidéos pour prouver que il y a quand même des choses chez Gad Elmaleh qui sont discutables. Et puis voilà, donc on est en avril, mai, juin 2019. Après, je pense qu'il a un peu lâché Gad Elmaleh là-dessus, parce que Gad Elmaleh, en fait, alors pour le coup, je le sais, a changé de communicant. Donc il a changé d'agence de communication, et la 2e agence qu'il a eue avec laquelle je travaillais parfois, alors pas sur ce dossier-là, mais sur d'autres choses, m'a dit à un moment donné, oui, bon, en fait, il faut juste qu'il dise qu'il a fait une petite bêtise, pas que qu'il s'est fortement inspiré. Et c'est là qu'il a commencé à faire une première interview auprès du Parisien. Donc on doit être à l'été 2019 où il change un peu son fusil d'épaule, de braquet. Juste après les faits stressants, du coup. Complètement. Il l'a provoqué. Il a provoqué un effet stressant, évidemment, mais peut-être, mais là, j'ai envie de dire peut-être, en toute conscience, c'est-à-dire qu'il voulait, en fait, rassembler des troupes auprès de lui. On a vu, en effet, des gens colporter les rumeurs, etc. Oui. Voilà. Mais sauf que bon, il a bien vu qu'il n'y arriverait pas. Enfin, c'était techniquement et matériellement, c'était impossible de remonter jusqu'au Copy Comics. Donc après, il pouvait toujours dire ce qu'il voulait. Donc il s'est dit, bon, il va falloir que je fasse autrement. Donc une nouvelle communication. Voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, Copy Comics s'est dit, bon, voilà, je verrai si j'en sors d'autres. Il me disait à moi, j'ai d'autres choses sous le coude quelque part. Je verrai si j'en sors d'autres. Il les a jamais ressortis. Est-ce que ça sortira un jour? On sait pas. Et là, il est passé sur Thomas Njijol, qui pareil, alors lui est parti dans des insultes. Effectivement, la réponse était Ah ouais, non, ça bizarre. pour le coup, j'ai pas compris non plus. Ouais. Et du coup, est-ce que juridiquement, Copy Comics a été inquiété à un moment ou un autre, vraiment? Parce que, avant d'avoir c'est que, du point de vue de nous qui regardions les informations, etc., on avait vraiment l'impression que ça sentait pas bon, quoi. Non, très sincèrement, juridiquement, à part des gens qui disaient on a les infos, on va faire ce qu'il faut. Non, c'était des effets d'annonce en fait. Ouais. Il y avait non, je vous dis à part ces procédures-là qui ont juste donné que les plateformes, par exemple que même une seule des plateformes a dit voilà les identifiants de connexion, c'est jamais allé plus loin. C'était impossible. Enfin, je veux dire, il se protégeait derrière des VPN, etc. Enfin, ouais. Il y avait peu de chance. Alors peut-être que ce qu'on appelle maintenant les hackers qui sont retournés et qui auraient pu peut-être aider techniquement à le trouver, ça possible. Hein, j'ai pas assez de connaissances là-dessus, mais c'est vrai que non, c'est pas allé du tout plus loin. Il y avait une autre chose, c'est-à-dire que je crois que Gad Elmaleh avait même au début, en même temps que ses premières requêtes en identification, réussi à faire retirer des vidéos. Oui.
sur le fondement du droit d'auteur, notification et takedown des plateformes. Sauf qu'elles ont été remises en ligne directement parce que Copy Comic a pu démontrer que il pouvait payer pour mettre en ligne ses vidéos, etc. Enfin, il a en fait répondu avec les mêmes armes que permettent les mêmes formulaires et les mêmes contre-notifications que permettent ces plateformes, et les vidéos ont été remises en ligne. Donc, je veux dire, à part en effet si véritablement ils avaient poursuivi dans cette volonté d'obtenir des identifiants, il aurait fallu pousser des investigations techniques. Non, il n'a pas été plus inquiété. C'est pas pour autant qu'il se sentait rassuré. Moi, quand je l'ai rencontré, il faisait vraiment attention à ce qu'il disait. Il avait l'impression que beaucoup de gens le surveillaient. Donc, ça rend un peu parano dans ces cas-là. Mais sinon, judiciairement, en tout cas, pas plus. Vraiment pas plus. Et est-ce que juridiquement, Copy Comic a changé quelque chose? Est-ce que les droits d'auteur, il y a eu des évolutions? Ah, pardon. Ah oui. Oui, je parle d'accord. C'est-à-dire que avant ça, un comique, je sais pas si c'est péjoratif de dire comique, un humoriste, un stand-upper, que sais-je, ne pouvait pas protéger ses blagues, son œuvre concrètement. Alors, moi je pense que ça n'a rien changé. Alors ça n'a rien changé juridiquement dans le sens où ça n'a pas changé la loi, ça n'a pas changé l'état de la jurisprudence ni le droit positif comme on dit. En revanche, je pense que ça a comment dirais-je éveillé les consciences. Et en effet, je pense que maintenant, alors il faut savoir aussi que Copy Comic a entre guillemets fustigé ou en tout cas mis en relief une certaine époque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces stand-uppers et ces comiques qui ont été flashés par Copy Comic, on était quand même à une époque où pour avoir la matière, il fallait quand même faire des recherches, avoir les VHS, etc. Donc c'était pas un travail facile non plus de copier les Américains. Et même pour certains, c'était même pas la VHS, c'était des gens qui avaient filmé dans le pays eux-mêmes. Et il avait retrouvé il y avait, alors de toute façon, il y avait du côté de Copy Comic un vrai travail d'archéologue à pouvoir retrouver les extraits, les mettre en parallèle, etc. Mais du côté des comiques qui ont été un peu, flashés par Copy Comic, il y avait aussi eu d'abord un travail à une époque où il n'y avait pas un accès comme ça à toutes ces ressources et tout. Donc de toute façon, cette époque-là est un peu révolue, donc de mise en lumière de Copy Comic. Donc c'est sûr que maintenant, avec tous les moyens qu'il y a de vérification, maintenant voilà, tous les artistes américains, on les a sur les plateformes de streaming, etc. Donc quand même, faudrait être sacrément gonflé ou sacrément courageux pour se dire tiens, je vais pouvoir repiquer une blague, la transformer, etc. Simplement l'époque qui a fait. Voilà, l'époque a changé, mais aussi voilà des mentalités. Voilà, je suppose qu'en effet, Gad Elmaleh pique plus des sketchs à ses premières parties. C'était ce qu'il se disait. Et a priori, déjà, c'était vraiment ce qu'il se disait dans le milieu en disant répète pas ta première partie devant lui, t'auras un de tes sketchs qui va être piqué, pas. C'était vraiment, il était vraiment connu, a priori connu, défavorablement connu pour ça. Mais à côté de ça, et on avait ces discussions-là avec Copy Comic, qui était vraiment, quelqu'un qui connaissait tout sur le théâtre, sur les salles en scène, la différence entre un salle en scène, un stand-up. Il y avait vraiment des discussions très intéressantes avec lui, qui s'intéressait beaucoup au droit aussi. Et moi, je lui disais, bon, très bien, ok, Gad Elmaleh, il a pas écrit quelques-uns de ses sketchs, etc. Mais vous me donnez les mêmes textes, je fais pas ce que fait Gad Elmaleh sur scène. Oui, c'est ça aussi. À un moment donné, je lui disais, je suis tout à fait d'accord, votre mission. Et il disait, et c'est ce que je disais toujours quand on m'interrogeait là-dessus, je disais, mais on s'en fout en fait de savoir qui c'est. Regardez le message, pas le messager, mais le message c'est ça. Maintenant, le public en fait ce qu'il veut. Après, moi, ce que je disais, c'est Gad Elmaleh est quand même un performeur hors pair, et les autres aussi. Je veux dire, être stand-upper, c'est pas seulement des textes. Parfois, on a même des gens qui n'écrivent pas leurs textes et qui font du stand-up. Là, parfois, ils mélangent les deux casquettes. Mais je veux dire, c'est autre chose que d'écrire des textes. C'est écrire des textes, donc il faut préserver les auteurs et leur rendre, en effet, à César ce qui leur appartient. Mais voilà, ce n'est pas que ça. Mais je pense qu'en effet, moi, je trouve que son œuvre, entre guillemets, si je peux dire, mais que son action a été bénéfique et qu'elle a peut-être permis, en effet, de dire que derrière les textes, faut se méfier un peu de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et voilà, d'éveiller un peu les consciences là-dessus, ouais. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner aux humoristes qui débutent pour justement éviter d'avoir affaire à ce... Je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple, alors je crois que c'est Kairon notamment qui fait ça, qui n'invite plus de gens du milieu justement pour éviter de... Moi, c'est toujours ce que je dis à des clients, que tu sois stand-upper ou pas. Il y a une particularité, je sais pas forcément en droit français, mais j'ai envie de dire, vous ne bloquerez pas l'envie de quelqu'un de vous piquer une idée, un sketch, etc.
si il veut l'appliquer, c'est à ses risques et périls. Il sait ce qu'il risque. Donc oui, s'il fait un copier-coller, bon bah il est un peu bébête parce que ça va vite se voir. Maintenant, en plus, il y a tellement de moyens de prouver que vous avez une antériorité sur un sketch, sur quelque chose, que bon, je me jetterai pas là-dessus avec tous les moyens technologiques. Alors, on dit envoyez-vous vos textes par recommandé, les ouvrez pas, déposez-les en ligne sur la blockchain, etc. Enfin, il y a beaucoup de moyens de preuve. C'est en fait un moyen de preuve de se préserver. Vous n'empêcherez personne de vous piquer un scénario, etc. C'est juste préservez-vous des Et c'est attaquable ou pas? Parce que je veux dire, dans la musique, le nombre d'artistes, encore récemment avec Gilbert Montagnier, ça vient des années après. Il n'y a pas de prescription. Alors, il y a de la prescription. Alors, pour le coup, Gilbert Montagnier, il y a une affaire qui est ressortie maintenant, mais en fait, ça faisait très longtemps que ça avait été jugé en Italie en le faisant. Mais voilà, c'est vrai que la dernière affaire qui est en fait que Gilbert Montagnier a dit me bloquez pas tous mes droits à la SACEM, et on a dit bah si, on va vous bloquer tous les droits sur On va s'aimer. Voilà, c'est juste sur ça que portait en gros l'affaire, mais je la fais short, mais c'est l'idée. Mais en revanche, dire que On va s'aimer était une contrefaçon de la chanson, malheureusement, qui a moins de succès, mais qui a quand même gagné son affaire. C'était jugé depuis 10 ans de manière définitive en Italie, et ça a été transposé en France. Donc là, on était vraiment sur les effets de ce jugement-là. Mais si, il y a de la prescription. Mais évidemment, c'est toujours attaquable. Dans la musique, ça existe, on le sait maintenant. Et en plus, au début, les Daft Punk se sont beaucoup fait taper dessus là-dessus. Maintenant, ils ont des services pour clearer leurs droits et tout. Bien sûr, c'est quand même plus cadré. C'est-à-dire que un sample, des paroles, etc. Tout de suite, c'est reconnaissable. Absolument. On peut rentrer tout de suite dans les procédures. J'ai même vu une fois sur un site de fans d'Oasis, ils répertoriaient toutes les chansons qu'ils avaient plagiées ou qui s'étaient fait plagier. Enfin, et il y en avait une tonne. Et ça passe crème. Alors, c'est toujours la problématique, et il y a souvent eu des émissions de radio ou des chroniqueurs qui se sont amusés un peu à dire tiens, est-ce qu'on reconnaît pas, regardez, on joue les deux en même temps, etc. Ça, c'est après une affaire d'experts à dire est-ce que parce que les mélodies se ressemblent, c'est du plagiat ou c'est juste une réminiscence fortuite, comme on dit, une rencontre fortuite, parce que tout simplement on est dans le même genre musical. Est-ce que la cellule mélodique qui est utilisée par tel ou tel compositeur à cette époque-là, elle est banale ou pas dans tel genre de musique? C'est des discussions d'experts dans ces cas-là. Ça paraît un peu fou de se dire ça, mais voilà, les tribunaux sont pas forcément. Ils peuvent juger à l'oreille en disant oui, ça se ressemble, mais est-ce que ça se ressemble parce que ils ont copié l'un et l'autre, ou est-ce que ça se ressemble parce que c'est tout à fait banal, une cellule mélodique, une pédale de notes, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui se discutent. Après, c'est pareil sur les textes littéraires. On va comparer. Est-ce qu'un sketch, est-ce que quelqu'un a repris l'idée d'un sketch, ou est-ce que quelqu'un a repris le développement de cette idée? L'idée, elle n'est pas protégeable en elle-même. Ce qui est protégeable, c'est la mise en forme de cette idée, c'est le développement. On l'a vu avec Facebook. Comment? On l'a vu avec Facebook. Voilà, non, mais exactement. Mais on le verra, on voit avec des tonnes de films qui ont le même thème de départ, mais qui peuvent se développer de manière complètement différente. Alors, on arrive un peu au bout. Je m'étais fait une remarque que j'ai notée dans la voiture, Marion. Parce que on est toujours sur l'identité de Copy Comic. Et pour moi, et Romain était d'accord avec moi. T'es d'accord avec moi? Pour moi, il a acquiescé. Pour moi, Copy Comic, alors attention, et ça amène pas forcément une réflexion de votre part, mais pour moi, Copy Comic, un peu comme Vidoc, pour moi, Copy Comic, c'est Gad Elmaleh. C'est-à-dire qu'il a tellement poussé le truc à vouloir savoir qui c'est, etc. Un peu comme la personne qui cherche à savoir qui est Vidoc. En fin de compte, on se rend compte que c'est lui, quoi. Alors, je suis pas en train de vous dire que c'est lui, mais c'est-à-dire que Copy Comic, il a traité tellement de sujets, tellement d'humoristes, ça pourrait être du coup n'importe qui. Même parmi certains de ces humoristes, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu faire une fin, c'est vrai. Mais il y en a un seul qui est sorti du lot parce qu'il a voulu faire des choses et ça. Et du coup, moi, maintenant, et je suis sûr qu'on interroge des gens dans la rue, un panel de 1000 personnes, sur 1000 personnes, il y en a 900 qui nous disent, quand on vous dit Copy Comic, vous pensez à qui? Et ils pensent à Gad Elmaleh. Bien sûr. Ce n'est pas Gad Elmaleh. Ouais. Au moins, ça, voilà. Non, alors là, je peux être très tranquille pour dire que c'est pas Gad Elmaleh. Dernière vraie question sur le sujet. Est-ce que Copy Comic a vu et a aimé la parodie faite par Fabrice Eboué? Est-ce que ça pas du tout. Alors c'était quand déjà? Dans le même temps, c'est-à-dire qu'il a sorti sur une chaîne YouTube lambda. Attends, comment on parle? Il s'est grimé façon années 70, 80, il faisait des sketchs en anglais. Ça me dit quelque chose. Et il reprenait derrière Et c'était dans le même traitement, quoi? C'était ou c'était dans les mêmes. Bon, alors très sincèrement, alors là pour le coup, je me rappelle pas si on en avait parlé, et maintenant que vous me le dites comme ça, ça me dit quelque chose.
Ça m'étonnerait pas qu'il ait bien aimé, ouais. Il était bon. Je veux dire, il apprécie l'humour. Encore une fois, je le répète, mais bon, je l'ai déjà dit, donc c'est pas quelque chose forcément d'exclusif. Mais c'est quelqu'un de très érudit, qui connaît très bien l'histoire du théâtre, du spectacle vivant, et qui aime ça. Et vraiment, il n'y avait pas, contrairement à ce qu'on a pu dire, le côté entre guillemets humoriste déchu, qui a pas trouvé son succès. Pas du tout. Il était pas du tout sur ce terrain-là. C'était pas du je vais me venger. Non, exactement. Il avait aucune vengeance à prendre. Il avait un métier à côté de ça qui lui plaisait vraiment, et vraiment, il était, je dirais, vraiment au-dessus de ça et tout. Et même, il m'avait raconté que la première vidéo qui sort, il pense pas du tout que ça va faire un tel bruit. Il pense pas du tout. Et pourtant, il a fait quelque chose de propre, etc. et tout. Mais jamais. Et quand il voit dans la nuit les proportions que ça prend, il dit waouh. Donc, non, c'est assez dingue. Mais oui, très clairement. Alors, ça me dit quelque chose. Peut-être qu'on en avait parlé, mais oui, c'était pas. Ça a dû lui faire un peu de bien de se dire que, enfin, j'imagine, hein, de se dire qu'un si grand humoriste français qui est. Il a pas flashé aussi, Eboué? Alors, il a pas flashé au bruit, il a flashé une Gijol qui était son. Oui, bien sûr. Je me dis peut-être que, alors je crois qu'après ils se sont brouillés. Ouais. Enfin, il parlait plus trop. Il était content que ce soit lui qui le. Mais ou alors il a pris parti de faire une parodie pour justement éviter que. Enfin, j'en sais rien. Ouais, si, c'était très drôle. Et alors, dernier petit point qui du coup n'a rien à voir avec comment dire, avec Gad Elmaleh ou même Tom Angel ou Fabrice Eboué. Comment ça s'est passé avec Arthur? Est-ce que ça vous... Alors juste pour aussi... Ouais. Il n'y a pas une vidéo complète. Ouais, ça fait partie d'une sorte de medley où il y a 2-3 extraits, voilà, qui sont ici et là. Est-ce qu'il y a eu des choses? Parce que, enfin, je ne veux pas raconter une anecdote personnelle, mais moi, j'ai un compte Instagram où je collectionne les maillots de foot. J'ai posté un maillot de foot qui vient de l'émission Vendredi Tout est permis. Ah oui. Avec une photo d'une qualité, mais horrible, de Djibril Cissé de dos, vraiment, mais... C'est le seul poste qui a été striké par sa boîte de production. Et du coup, tout est strikeable. Il strike absolument tout. Ouais. On l'a vu plus tôt dans la vidéo là qu'on est en train de traiter. Et du coup, on s'est dit, avec Arthur, est-ce que... Il y a rien sur Arthur. De souvenirs vraiment, non, Arthur, je crois qu'il a fait quand même, comme la plupart des comiques qui se sont fait flasher, hein, j'ai l'habitude de dire ça, mais par copie comique. Soit il l'a traité par le dédain en disant bon, rien à faire, il dit n'importe quoi. Soit ça les a fait marrer, soit ils ont rien dit. Alors Arthur, comme ça me marque pas comme ça, je pense que carrément il a même pas bougé. Alors peut-être qu'il a donné une interview en disant oui, c'était avant ou tout. Bref, voilà, là non, sur Arthur, ça n'a pas fait grand bruit, non. Bon, non, mais Arthur, c'était là son métier principal aussi. Non, il était amuseur au début. Enfin, il y avait un côté amuseur, mais et c'est un peu ce qu'avait dit d'ailleurs, sauf erreur, Thomas Sisley. Il a dit moi le stand-up, je l'ai fait à un moment donné de ma carrière pour me faire un tremplin. C'est tellement une époque révolue et c'est pour ça qu'il en a un peu pris du recul et tout ça. Mais non, Arthur, ouais, j'ai pas de souvenir là-dessus d'en avoir parlé avec lui particulièrement ou que ça lui ait remonté quelque chose, que ça lui ait remonté. Juste, niveau de la prestation, est-ce qu'il y a il y a un thème? Ouais. Alors là, les dernières états de la jurisprudence qui peuvent être un peu contestés et tout, mais les derniers états de la jurisprudence, c'est que vous avez 5 ans pour agir à partir du moment où sort le matériel contrefaisant. Avant, on vous disait que tant que le matériel contrefaisant existe et est diffusé, vous pouvez attaquer et on remontera sur les droits ou le préjudice 5 ans en arrière votre assignation, votre attaque. Maintenant, c'est plus ça, ce qui pose un petit problème. C'est au moment où l'œuvre contrefaisante, la matière contrefaisante est sortie, vous avez 5 ans pour attaquer. Ce qui est un peu chiant parce que l'œuvre peut être diffusée, mais il y a la dernière jurisprudence sur une musique, elle est comme ça, où on dit à des gars qui ont créé une musique et qui estiment avoir été pompée par Black Eyed Peas, on leur dit, donc la musique contrefaisante date de 2011, leur musique à eux, c'est une musique de dessin animé est antérieure, et ils ont attaqué en 2019 ou 2020. Et donc, ils disent, écoutez, nous, la musique, elle a fait des millions de vues, elle est encore en ligne, elle a rapporté des milliards de dollars. Sauf que le truc, on leur dit, mais attendez, la musique est sortie en 2010, vous écrivez avec un avocat en 2011 en disant, il y a un problème sur votre musique, etc., et vous attaquez 8 ans après. Désolé, la prescription, vous avez, en fait, ce que dit la loi, c'est le point de départ de la prescription, c'est au moment où vous savez que vous avez vos droits et que vous pouvez, voilà. C'est vrai qu'on peut penser qu'à partir du moment où une chanson est connue mondialement et que vous pensez qu'elle est contrefaisante, c'est au moment où elle sort. Donc pour l'instant, c'est l'état d'esprit des tribunaux et même de la Cour de cassation de dire c'est au moment où l'œuvre contrefaisante sort ou est jugée comme étant potentiellement contrefaisante que vous devez attaquer. Et vous avez 5 ans.
5 ans, c'est pas de rien non plus, hein, mais c'est vrai que, bon, parfois, vous essayez de négocier, tac, ça coûte des sous d'attaquer, donc c'est pas simple. Mais c'est ça, c'est 5 ans, ouais. En droit français, c'est 5 ans. Ok. Bah moi j'ai plus rien à ajouter. On n'aura pas l'identité de toute façon. Mais vous savez, alors je vais vous raconter un truc même en off ou ce que vous voulez. Moi, je l'ai vu 3 fois, dont une fois à mon cabinet. La première fois, il est arrivé à mon cabinet. Je serais capable de le reconnaître. Ça, je vous dis, je serais capable de le reconnaître. Mais la première fois, il est arrivé à mon cabinet, il m'a fait, voici ma carte de visite, je vous la montre avec mon prénom, etc. Bon, voilà. Et il a enlevé le truc. Mais c'était pas, je ne me souviens plus de la, alors voilà, je l'appelle Ben, je vois sa tête. Son prénom, je m'en rappelle pas. Et c'est pas pour faire genre, allez-y. Ah non, Non, même son avocat. Alors ça c'est un message à Gad Elmaleh. Si même son avocat ne sait pas qui il est, à un moment donné, frérot. Ouais. Non, mais voilà, c'est un truc peut-être que je me suis conditionné là-dessus en disant, faut surtout pas, mais même, alors, lui, il me disait, ma compagne sait, ma mère ne sait pas. Ouais, c'est fort. Voilà. Et je sais pas s'il y avait une autre personne qui savait, il a mis dans la confidence. Mais je vous dis, peut-être que mon cerveau s'est dit, bon, on va faire cette protection-là. T'as vu la carte, tu t'en rappelles plus. J'ai dit, non, il y a rien. Je pourrais le reconnaître, c'est tout. Je pourrais le reconnaître. J'ai essayé de le recontacter récemment parce que notamment, il y avait qui c'était, c'est pas Combini, non. Brut, Combini, non? Une autre plateforme, je sais plus quelle production, voulait faire un documentaire sur lui. Et il voulait passer par mon intermédiaire pour ça. Donc, j'ai essayé de le contacter là-dessus, mais j'ai pas eu de réponse. Ouais. Je pense qu'il a un peu lâché l'affaire, tout ça. Okay, peut-être qu'un jour, le reportage, c'est qu'il avait dédié des réseaux à ça, donc il suffit de plus y aller, ça n'existe plus, quoi, pour lui. Enfin, je me dis... Ah, complètement. Ah oui, mais c'est ce qu'il avait dit. On avait dit, moi, je laisserai les pages comme elles sont, mais voilà. Soit je les fermerai. A priori, il l'a pas fait, mais bon, j'ai plus besoin, en effet. Voilà, il m'avait dit, je vous recontacterai quand j'aurai des projets professionnels, mais vraiment en nom, en mon truc. Bon, je l'ai pas fait depuis, mais voilà, en tout cas, on s'est toujours quitté en bon terme, on a toujours eu des discussions très sympas. Ouais.